Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pour David. Sans qui cet ouvrage n'aurait pas vu le jour. Je souhaite exprimer ici ma gratitude aux personnes qui ont contribué directement ou indirectement à rendre la publication de cet ouvrage possible. Catherine Mendez, lectrice et relectrice inlassable et indéfectible de chaque étape du manuscrit. Philippe Riley, guide infaillible, pour ses commentaires et ses suggestions. Alex Boulton qui a corrigé mes traductions de l'anglais. Hugo Roussel, Studio Punkat pour l'illustration de couverture et la mise en page, et Ghislaine Chaugnot pour ses ultimes et pertinentes critiques. Je tiens aussi à remercier Anne-Marie Houdbin qui a dirigé ma thèse et rédigé la préface de ce livre. Je remercie également l'Université Nancy II, qui m'a accordé un congé de recherche et tous les collègues du CRAPEL qui m'ont soutenu et encouragé. Enfin, je tiens à exprimer à ma famille et mes amis mes regrets pour les avoir un peu délaissés pendant la réalisation de cet ouvrage et toute ma reconnaissance pour leur patience, leur écoute et leur soutien. Préface. De la différence sexuelle ou de la différenciation sexuée, sexée. Par Anne-Marie Houdbin. Langue, mémoire, culture, tisse les corps des animaux parlants y entrant et les transformant en êtres parlants. Non sans dommage, mais il est impossible qu'il en soit autrement. Et voilà que d'étranges phénomènes se passent dans ces contraintes civilisantes. Contraintes corporelles, façon d'être vêtu puis de se vêtir, de se tenir car très vite les possibilités naturelles comme se tenir debout, marcher, tendre la main, parler, donner de la voix comme dit le français, etc. deviennent culturelles. Carte forcée des signes, disait le grand linguiste Ferdinand de Saussure. Carte forcée culturelle, imposition des façons de dire, dans lesquelles les identités, ressemblances et différences se forgent. Ainsi se transmettent les civilisations, à travers les discours, les actualisations de la langue, sa symbolisation du monde et les comportements de l'entourage, tout ce qui tisse un sujet à son corps acceptant ou défendant. Ce que relèvent de nombreuses sciences humaines, allant de l'anthropologie linguistique ou culturelle à la psychosociologie voire psychanalyse en passant par la sémiologie, l'analyse de discours, la linguistique, etc., s'affrontant au savoir de la biologie, de la génétique. Car la question ou le problème, de la différence sexuelle ou de la différenciation sexuée, autrement dit encore du rapport sexe-langue ou des rapports sociaux de sexe et de leur imposition, transmission discriminante fait couler beaucoup d'encre et s'affronter différents domaines. En particulier pour en témoigner celui qu'on appelle aujourd'hui Gender Studies, sur le modèle des études anglo-saxonnes, ou pour parler vraies états-uniennes, qui furent parmi les premières, grâce au mouvement féministe, à mettre ces questions sur la scène non seulement publique, mais scientifique. Les études américaines ouvrirent le feu et aujourd'hui encore, même si les françaises sont nombreuses, elles le sont nettement moins que leurs contemporaines d'outre-Atlantique, comme on le verra dans ce bel ouvrage qui présente une très riche recension de ces diverses recherches. L'abondante bibliographie qui clôt ce livre le montrera à qui voudra s'y plonger, pour continuer le chemin parcouru avec Sophie Bailly. Car il s'agit d'un parcours clairement indiqué dans l'introduction, traversant en 3 parties, quasi tous les entours des questions des rapports sexe-langue, abordés au travers de différents domaines de recherche ou de pensée, c'est-à-dire par le biais social ou verbal, descriptif linguistique ou discursif ou encore idéologique dégageant les stéréotypes sexués, partie 1, jusqu'à leur rôle fonctionnel de conformité sociale, pragmatique, idéologique, partie 3, en passant par un rappel des positions des sciences dites plus exactes ou plus dures les biologiques, neurologiques, etc., partie 2, chap. 4 ou plus sociologique, chap. 6 et cela dès leur nomination. En effet, comme on l'a déjà lu dans ces quelques lignes, nombreuses sont les façons de dénommer de telles études et analyses longtemps inexplorées. Au moment de leur extension, il faut le rappeler, même si la différence sexuelle, immédiatement perceptible visuellement ou compréhensible du fait de la reproduction, n'a jamais été ignorée des humains, quelle que soit la compréhension que les peuples en aient eue et dont témoignent les mythes de la création ou de l'enfantement, confère chap. 5. La question du sexuel ou du sexué fut longtemps ignorée des sciences humaines. Les anthropologues, mâles, interrogeaient les civilisations qu'ils découvraient à partir de leurs expériences, de leurs regards, leurs témoins étant les plus souvent des hommes, sans même qu'ils s'interrogent à cet égard. La venue de femmes dans ce domaine, comme dans d'autres, ainsi Margaret Mead, page 117,
a fait apparaître que leurs analyses pouvaient être soumises à leurs propres stéréotypes, comme il en est encore aujourd'hui. On trouvera des exemples de cet ordre dans cet ouvrage, qui s'interroge sur nos pratiques diverses, discursives et y compris scientifiques, en constatant qu'elles sont trop souvent encore influencées par nos propres conformismes, les chercheurs n'échappant pas à leurs propres préjugés. Chap. 4, page 102. Ce qui les rend subjectives, historiquement situées alors même qu'on les voudrait ou déclare objectives. Qu'il s'agisse d'anthropologie, de sociologie, de linguistique, d'analyse de discours, d'études variationnistes et interactionnistes, etc. Un exemple entre autres, l'agressivité masculine, la douceur féminine, page 102 à 107. Ces naturalisations ou essentialisations, masquant souvent des discriminations sociales, des pouvoirs sociaux qui se reconduisent depuis longtemps. Chap. 6, page 126 à 133. Une autre grande absente de ces recherches en sciences humaines et sociales, c'est longtemps la langue et partant le poids du langage, des discours, notion prise au sens très large, intro page 31, qui constitue justement le point de focalisation de l'ouvrage de Esbailly. Elle y rappelle que les langues parlent les sujets et ceux de façon différentielle, hiérarchisée, inégalitaire, selon les régions, les classes sociales et les sexes. Non seulement certaines d'entre elles différencient les façons de dire selon les situations, selon les interactions, en japonais par exemple, mais aussi selon les sexes comme l'a montré dès les années 1974 l'excellent ouvrage, jamais traduit en français, de Mary Richiki, Male, Female Language, montrant que dans certains idiomes, comme chez les Arawaks et Caribes, existe une langue des hommes et une langue des femmes, repérables à différents niveaux, de telle sorte que des activités, à nos yeux identiques, sont nommées différemment selon qu'elles sont parlées par les unes ou par les autres, bilinguisme par exclusivité, ce qui implique que certains mots ou discours sont interdits à chaque sexe. Situation rare, un bilinguisme par préférence, c'est-à-dire l'usage de termes communs à tous avec quelques variations spécifiantes selon les sexes, M. Richiki, Anne Baudin se révélant plus fréquent. Esbailly cite largement leurs travaux ainsi que d'autres plus récents d'anthropologues, ethnologues, sociologues, sans oublier biologistes, généticiens, psychanalystes, partie 2. Ainsi, de même que les tonalités ou hauteurs des voix, les façons de parler, les mots, les tournures de phrases, les intonations, les modes de questionnement, les modalisations telles que peut-être sans doute, les hétérogénéités discursives, appel à autrui, interrogatives incises comme si vous voulez, si je puis dire, ne croyez-vous pas, si vous permettez, etc., peuvent indexer homme ou femme, faire mâle ou femelle. Plus même ce ne sont pas seulement les façons de parler qui sont sexualisantes, mais les mots mêmes des langues qui traitent accentent égalitairement les hommes et les femmes. Par exemple, en les rendant invisibles sous l'accord du genre, le masculin l'emportant sur le féminin ou en les dépréciant. Ainsi en est-il dans les connotations qui colorent de façon péjorante les termes féminins, confèrent gars garce, mâle femelle, savant savante, fille équivalent de prostituée, etc. Il en va alors des mots comme des métiers, quand ils se féminisent. On trouvera dans cet ouvrage de très riches exemples de ces phénomènes, en particulier dans la première partie où sont recensés de nombreux travaux sur ces questions, qu'il s'agisse de la variation linguistique en syntaxe, dans les prononciations, les rapports aux normes ou aux usages de prestige auxquels sont plus sensibles les femmes que les hommes quand on en reste aux généralités. Car Esbailly montre qu'en situation sociale d'infériorité ou pour obtenir quelque avantage, tout un chacun, homme donc y compris, peut adopter les attitudes discursives de soumission, demande ou minauderie qu'on prête volontiers aux femmes. Quoi qu'on pense, les hommes bavardent autant qu'elles, même si leurs thématiques discursives diffèrent. Constat qui a amené l'auteur un temps à parler de cultures sexuées différenciées, subcultures, confère Chap. 5. Ce qu'elle nuance aujourd'hui. Il peut également s'agir de phénomènes d'extension plus langagière que strictement linguistiques, ou plus sémiotiques, tels l'usage de formes ou rituels de politesse, ou l'inverse, d'injures, de jurons, souvent encore interdits aux femmes dans les représentations sinon dans les faits. Chap. 2. La sexuation des discours ou des interactions ou conversations est également étudiée. La densité des discours, les silences, les façons de s'interrompre, de questionner, les enchevêtrements de paroles, leurs emphases ou atténuations souvent attribuées aux femmes. Partie 1. Chap. 1. Chap. 2. Page 64 à 73. Chap. 3. Page 78 à 86. Mais Esbailly nuance, il ne s'agit pas de généraliser. Certes, le facteur sexe peut être cause de variations linguistiques, mais les causalités de celles-ci sont plurifactorielles.
Il faut donc les mettre au jour sans trop de substantialisation, autrement dit sans essentialisme, même si certaines théorisations penchent vers cette sorte d'inéisme, partie 2, ou naturalisation, comme disait Herbart, masque des acquis. Car l'humain est contraint de se civiliser, constitué de récits par l'histoire et le social, au sens large, œuvrant dans les discours, les interactions, partie 2, chap. 5 et 6. Ainsi se dépose en chacun, chacune, ce qui fait langue trésor des signifiants, Lacan, et transforme l'être en sujet parlant de telle ou telle époque, de telle ou telle société humaine, de telle ou telle culture. Ces conditionnements influencent tous les sujets, même si c'est plus sourdement pour les chercheurs quels qu'ils soient. Il en va de même lors des études sur l'influence de la variable sexuelle dans et sur les comportements verbaux ou non verbaux. Qui la cherche la trouve, plus même la démontre. Les généralisations savantes comme les études empiriques renvoient souvent à des stéréotypes acquis, page 90. Ce qui explique que les sujets en aient plus ou moins conscience et que divers phénomènes idéologiques, projectifs interviennent plus, dès qu'il s'agit de différencier parler ou comportement féminin ou masculin. On connaît des exemples de telles projections. Les propos des hommes et des femmes ne sont pas entendus de la même façon lors d'interviews, de conférences, de conversations, de textes de fiction. À travers les nombreuses et importantes recensions qu'elle produit, quasi sur un mode ethnographique, et ce de façon très synthétique et didactique à la fois, Bailly montre dans les premières et dernières parties de son ouvrage, combien cette différenciation sexuée existe dans les représentations, dans les projections, dans les discours des sujets. C'est par eux qu'elle se transmet. Ce qui implique que les sexotypes relèvent plus des représentations sociales, des imaginaires socio-culturels, que des langues elles-mêmes. Bailly avance que si ces différences sont repérables, si pour chacune d'entre elles l'analyse paraît juste révélation, la mise en regard des diverses études témoigne de tant de fluctuations voire de contradictions dans les résultats que les conclusions doivent être fortement nuancées, partie 1 chap. 3. Si fortement qu'elles conduisent à s'interroger sur les résultats dégagés, ils paraissent alors relever plus d'interprétations influencées par des conformismes, des stéréotypes, des sexotypes, que des analyses objectives, chap. 4. Ce qui l'amène à questionner le pourquoi de ces conformismes et à les interpréter comme une auto-reproduction sociale et idéologique, favorisant la stabilité des visions et partant des comportements ainsi que leur transmission, imposition normée, partie 3. La langue comme la société, les discours, les comportements, participant dès l'enfance dans les paroles des parents, les jouets, etc. chap. 5. De cette transmission codifiée des sexotypes ou stéréotypes sexés. Je reprends alors l'innovation lexicale de l'auteur pour témoigner de cette imposition qui assigne chaque sujet à un sexe stable, se repérant dans des façons de dire, de se comporter, alors que l'identité de chaque humain est bien plus mobile, mouvante, plurielle, chap. 9. Y compris celle qu'on dit attribuer dès l'enfance et qu'on appelle sexe, plus souvent dénotée en français par masculin et féminin ou homme-femme plus que par mâle et femelle, comme le fait l'anglais. J'ai dit plus haut à propos de ces recherches que des problèmes se posent en outre aujourd'hui, à l'âge de leur prise en compte extensive, dès leur nomination. Ce que montre très justement Sophie Bailly, ce dès l'introduction de son ouvrage. Comment nommer ces travaux ? Comme on a pu le lire dans les paragraphes qui précèdent et pour m'y être moi-même consacré, je sais avoir erré entre différences sexuelles, différenciation sexuée, sexuation, rapports sociaux de sexe. La première expression renvoyant plutôt à la différence anatomique, supposée visible, extérieurement par des attributs divers, internes ou externes, qu'il s'agisse de la voix ou des vêtements ou parfois des longueurs de cheveux, des types d'interdits comportementaux ou langagiers, liens étroits entre les corps et leur dressage ou contraintes donc construction sociale, partie 2, sentie comme rendant immédiatement perceptible la différence sexuelle, celle qui se trouve présentifiée par les appellatifs monsieur, madame. Série non close puisque s'y ajoute en français mademoiselle qui fait percevoir immédiatement la différence de traitement, moins innée que construite entre hommes et femmes puisque c'est une institution sociale, celle du mariage, qui sous-tend ces appellatifs. D'où les deux autres termes différenciation sexuée ou sexuation qui font apparaître la construction sociale et son procès, ce que les sociologues appelaient rapports sociaux de sexe avant d'adopter le terme américain de gender sur lequel revient très justement l'auteur. Introduction page 27 am 30. En effet, qui dit différence sexuelle l'entend de nature ou d'essence.
On naîtrait homme ou femme sans le ou la devenir, ce que soutiennent aujourd'hui certaines théorisations biologiques, génétiques, sociologiques, voire cognitives. Partie 2, chap. 4, 5, 6. Et qui dit sexuation ou différenciation sexuelle entend alors de culture, due au social, à l'apprentissage, à l'éducation, à l'école, dans la famille. Partie 1. Le terme différenciation insiste en effet bien plus que différence sur cet aspect, qui renvoie à ceux d'inéisme et d'essentialisme. Chap. 4. C'est d'ailleurs pourquoi les études sur la différenciation sexuelle se sont souvent orientées vers la mise au jour des discriminations sexuelles, sexistes, dans le socius comme dans les langues et dans celles-ci sur les traitements inégaux des parlers des hommes et des femmes. Chap. 5. Sur l'invisibilité linguistique de ces dernières, sur leur occultation sous le genre masculin, leur péjoration dans la langue dite du mépris, la complicité des femmes à maintenir ces phénomènes et leur façon d'établir des contre-pouvoirs. Chap. 6. Tout thème que l'on trouvera précisément et clairement traité dans ce livre, y compris les imaginaires normatifs, les investissements plus importants des femmes sur la langue et ses formes de prestige, imaginaires fictifs ou prescriptifs, comme l'avait dégagé il y a quelque 30 ans W. Laboff, fondateur de la sociolinguistique variationniste, puis interactionniste ainsi que E. Goffman dont se réclame, entre autres Esbailly. Chap. 6. Et voilà que malgré le développement de ces termes, témoignage de l'augmentation de ces études en France, même si elles restent de moindre importance qu'aux USA comme en témoigne le nombre dérisoire des chaires universitaires en études féministes en France, le mot gender vient envahir le terrain de ces recherches et leurs discours, soit les gender studies. Nombre de colloques s'en emparent. Pour avoir œuvré dans ce domaine sans l'avoir manié, j'ai quelques difficultés à adopter ce terme, surtout comme linguiste, car il vient se confondre avec le mot genre, non seulement celui renvoyant au genre, type de discours, mais celui qui relève de la morphologie française, à dissocier du sexe. Comme je l'ai souvent écrit, la table et le bureau, bien que du genre féminin et masculin, ne procréent pas de tabouret ou de chaise. Notons d'ailleurs que souvent le genre est rapporté au sexe et confondu avec lui. Il impose la sexuissemblance, c'est-à-dire l'équivalence entre le genre et le sexe. C'est ainsi qu'une figure féminine incarne la France, Marianne, et que la Tour Eiffel peut être désignée comme la vieille dame de Paris. Or il n'est pas d'autre possibilité de traduction de gender que genre en français. Certes, la polysémie existe, les linguistes la connaissent et peuvent l'accepter, pourtant une réticence insiste. Je lis dans cet usage comme une sorte d'effacement, déni, du terme sexe qui s'entendait dans toutes les autres nominations citées plus haut. Esbailly, en notant l'impropriété de genre, nettement moins justifiable en français qu'en anglais, dit-elle avec raison. Introduction, page 27 à 30. Montre qu'avec ce terme gender l'accent est plus facile à mettre, à faire entendre sur les plans social, politique, sur la construction d'images sexées dans l'interaction, donc une sorte de point de vue socio-constructiviste, page 32 à 35. Elle précise qu'il est à comprendre comme genre social, page 27, ce qui s'entendait clairement dans discrimination sociale et sexuelle ou rapports sociaux de sexe. Alors pourquoi cet engouement ? Esbailly le relève et ne le soutient pas. En expliquant la différence entre morphologie et sexuation, page 30, et sans surfer sur la vague métalinguistique mondaine, la mode existe même en sciences, elle soutient courageusement le mot sexe en montrant qu'il présente plusieurs avantages sur l'actuel genre, page 30, et en particulier celui de rappeler que le sexe comporte une dimension sociale et compte dans l'organisation des sociétés, page 30, qui cherchent à maintenir différence et différenciation sexée pour se préserver de tout changement. Autrement dit, plus ou moins ouvertement ou discrètement, pour maintenir des pouvoirs économiques, idéologiques et politiques, on sait les difficultés de la parité dans ce domaine, dans nos sociétés certes démocratiques mais toujours à fondement patriarcal, comme l'a longuement montré la transmission des patronymes, même si cette imposition a été remise en cause récemment en 2001. L'ouvrage, à travers ses recensions, témoigne de problèmes très actuels en insistant sur ces questions toujours très minoritairement repérées dans le grand public, restées qu'elles sont trop souvent encore celles de spécialistes. Très actuelles aussi, comme par exemple des analyses sur l'inégalité de traitement dans la dernière campagne présidentielle quant à la réception des messages des deux protagonistes, chap. 6, ou quant à l'observation de leurs attitudes gestuelles et vestimentaires, surtout dans ce dernier cas pour elles, tout se passant comme si une fois de plus l'apparence des femmes était leur être même. Preuve s'il en était encore besoin de l'intrication des rapports société-pouvoir-langue-sexe,
excellemment travaillé dans la partie la plus originale du livre, partie 3, où Esbailly livre ses propres réflexions et recherches. Elle y montre ces vérités toutes faites, dont se satisfont nombre d'études scientifiques, jouant à leur tour un rôle de prescription influençant les représentations alors que les temps changent et que les figements de statut et des rôles s'estompent, page 147. Ainsi s'enseignent, se transmettent et se maintiennent des codes socioculturels passéistes, chap. 7 et 8, tant dans l'éducation parentale, l'enseignement et plus encore dans les médias, la publicité étant un de ces lieux privilégiés si l'on ose dire. La discrimination sexuelle y insiste particulièrement. On y relève constamment des stéréotypes marqueurs de différences sexuelles sexistes, non seulement dans les discours, mais par exemple par la façon dont sont mis en scène dans les visuels les corps des hommes ou des femmes, dans leur posture. Par exemple inclinaison du visage pour les femmes, main arrondie en coupe offerte ou contenant le visage, point au front indice de concentration, de pensée, pour les hommes. Et je ne parle pas de la publicité porno chic et de ces exhibitions dégradantes des hommes comme des femmes, mais bien entendu surtout de ces dernières. C'est que le discours publicitaire n'est pas seulement commercial, vantant tel ou tel produit ou marque, il est un discours, une production socio-discursive, confortant des opinions communes, des valeurs morales, sociales et culturelles stéréotypées, des imaginaires culturels, une doxa. Il contribue ainsi à maintenir et transmettre des types consacrés de féminité et de masculinité, essentiellement naturalistes, naturalisantes, des sexes, tels l'éternel féminin comme dans les contes ou certaines bandes dessinées ou jeux humoristiques alors même qu'ils se veulent critiques. Esbailly relève très astucieusement que de tels phénomènes se rencontrent même dans les lieux où l'on ne s'y attend pas, au coin d'un test de magazine d'été, page 157, d'un ouvrage populaire, thème qui se retrouve dans nombre d'entretiens qu'elle a menés, chap. 7, page 163 à 167, et témoigne d'imaginaires culturels ou d'idéaux sociaux, essentialisant des différences et les rapportant au sexe alors qu'il s'agit surtout de division sociale. Page 170, pense l'auteur qui les met au premier plan quand d'autres, rappelons-le, tels Sartre ou Ballandier font l'apostrophe. Inverse. La division sexuelle restant pour eux la fondamentale, plus profonde que la division en classes. La division sexuelle est la division la plus fondamentale, la plus profondément inscrite au cœur de l'humain bien avant la division en classes. C'est le contraire de ce qu'on dit d'ordinaire. La contradiction majeure est celle de la lutte des sexes et la contradiction mineure celle de la lutte des classes, Sartre 1961. La relation homme-femme est l'assise la plus profonde de toutes les relations inégales, et lorsqu'elle est atteinte, la société paraît encore plus menacée que par la dissidence des classes démunies parce que minée en ses fondations. Ballandier, Anthropologique 1974. Rappelons aussi Freud qui, s'il prône l'universalisme du genre humain et la bisexualité en chacun, note comme un des dénis privilégiés le repérage de la différence des sexes. La question est donc complexe et doit se penser entre deux pôles, l'anatomie influence le destin, et on ne naît pas femme ou homme mâle, on le devient. S'acheminant vers la fin de son livre, Esbailly insiste davantage sur sa propre recherche et dévoile ses positions. Elle critique une fois de plus avec insistance tous les discours essentialisants et différenciants en reconnaissant leur efficience et en la dénonçant, en particulier ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler le retour des sexes ou la féminisation de la société, chap. 8, page 181. Elle met alors en cause la crispation viriliste de certains, page 180, dont la position rappelle l'importance politique et idéologique de la différenciation et son pouvoir social. Esbailly aborde ainsi de vraies et difficiles questions. Et son idéal est autre. L'accent, pense-t-elle, pourrait de vrai être mis plutôt que sur les différences toujours de fait discriminantes, sur les commensurabilités, communes mesures, ressemblances humaines et même la ressemblance des sexes. Reviennent alors les notions de bisexualité, de mouvance sexuelle, identitaire, d'androgynie et sur le plan linguistique, de double coding, double standard, travaillé par Mary Richicki, page 176 à 177. Hommes et femmes privilégiant certains termes, certaines tournures mais ayant aussi une langue commune. Elle rappelle les divers types de femmes construits dans ses enquêtes par Verena Abischer, page 177. Esbailly, considérant que l'identité sexuelle est à traiter non comme une fixité mais comme un processus interactif et dynamique, propose en s'appuyant sur quelques auteurs et sur ses propres travaux de parler de galaxie d'identité sexuelle, page 181.
En témoignent les diverses représentations que les civilisations et les humains ont de la grossesse, des femmes mecs, de l'homosexualité, de la paternité, des images idéalisées des hommes, qu'il s'agisse des papa-poules des années 1980, des Chippendales des années 1990, des métrosexuels, des ubersexuels, des losers sexuels ou du macho néoclassique d'aujourd'hui. Oui, je cite quelques-uns de ces exemples. Le masculin mâle comme le féminin femelle se décline au pluriel, page 183, ces identités sexuées se construisant sur un mode désirant et interactif, chap. 9. Je la suivrai sans aucun doute sur le premier point, et même sur le second à condition que ne s'y tente pas, ce que l'on entend parfois, comme on l'a vu avec la notion de genre critiquée plus haut, un effacement de la différence sexuelle. Différence fondant la singularité, différence construite dès l'enfance dans le rapport à l'autre, à sa parole, à son désir et pas uniquement dans cette interaction sociale, discursive, manifeste. La transgression des codes, qu'on croit parfois affirmation d'une personnalité, peut en effet n'être que désir de reconnaissance, image de soi plus ou moins idéalisée, ethos de désirabilité selon Goffman, ou désir de pouvoir social, économique, confère ce que décrit Esbailly, du discours sexy ou au contraire du parler mec adopté par des femmes, se construisant avec ou contre autrui, ou plus insu encore, désir d'exister. Car la parole, le discours sert aussi simplement, si on peut le dire ainsi, à cela. Se donner existence en disant je comme l'a rappelé Benveniste, c'est dans et par le langage que l'homme se constitue comme sujet, parce que le langage seul fonde en réalité dans sa réalité qui est celle de l'être, le concept d'ego, et comme le montre le langage des cités quand les filles se parlent comme les garçons pour ne pas être dévalorisées et même plus rejetées, maltraitées, page 203. Car elles sont pensées encore et toujours avant tout comme un objet sexuel. L'actualité atroce le rappelle, confère les viols en réunion, viols masqués linguistiquement sous le terme tournante. Et la publicité porno chic, aux femmes dénudées et aux postures indécentes, n'a rien transformé de ces visions, bien au contraire. Ainsi se perpétue une scène sociale discriminante, hiérarchisant les sexes et partant le genre humain. L'ouvrage est riche. Difficile d'introduire à sa lecture sans le réduire, alors autant conclure en réaffirmant son utilité, son intérêt très actuel. On y rencontre un style clair, précis, un plan rigoureux servant un cheminement extrêmement didactique et pratique, bref une synthèse radicale. Par la richesse de ses recensions jamais figées et de ses questionnements, il deviendra sans aucun doute un ouvrage de référence pour ceux et celles qui s'intéressent aux questions de la différence ou différenciation sexuée, sexée. Très pédagogique, il fera découvrir ce domaine à un public moins connaisseur mais soucieux de se cultiver sur de telles questions. Il ouvrira bien des réflexions et des recherches à venir dans les domaines explorés. D'autant qu'avec les réformes universitaires, on entend qu'ici et là des gender studies se développent. Rappelons qu'en 2006 a ouvert ses portes l'IEC, Institut Émilie du Châtelet, qui octroie des bourses doctorales et postdoctorales pour des recherches féministes ou plus largement dites de gender, que la féminisation des noms de métiers restée longtemps lettre morte s'étend. Ce qui donne à entendre que la France, toujours aussi gauloise et machiste peut-être, rejoint peu à peu ses consoeurs suisses, belges et québécoises quant au traitement paritaire des hommes et des femmes, même si ce parcours reste malaisé. Espérons qu'ainsi s'appliquera de plus en plus peut-être ce que la Déclaration des droits de l'homme de 1948 a souhaité produire en ajoutant dignité à liberté et égalité. Tous les humains, je substitue humain à homme, naissent libres et égaux en droit et en dignité. Nous voilà loin de l'ouvrage ? Non, puisque sa rigueur et son honnêteté scientifique n'excluent pas une visée pragmatique et sociale. Introduction. Récemment, on pouvait trouver dans la presse française la dépêche suivante. Berlin, l'éditeur allemand Langenscheidt, spécialisé dans les dictionnaires de langue, prépare la sortie en octobre d'un guide destiné à aider les hommes à comprendre ce que veulent vraiment dire les femmes. Le comédien Mario Barth, auteur de cet ouvrage de 128 pages intitulé Allemand féminin, féminin allemand, se défend par avance des accusations de sexisme. Il est difficile aux femmes de comprendre que les hommes ne disent que ce qu'ils veulent dire. Parce que nous sommes plus primitifs que les femmes, dit-il. Mon livre est destiné à secourir les couples dans ce pays et à l'étranger. J'essaie seulement d'apporter de l'aide. Certains des exemples donnés risquent toutefois de faire lever quelques sourcils féminins.
Selon l'ouvrage, l'expression féminine « faisons juste un câlin » signifie pas de relation sexuelle ce soir. Libération 25 août 2004, dépêche de l'agence Reuters. L'initiative commerciale de cet éditeur allemand se fonde sur et reproduit deux opinions courantes qui en englobent chacune plusieurs autres, et présente dans toutes sortes de discours sur le rapport entre le sexe et le langage. Les hommes et les femmes ne parlent pas la même langue et par conséquent ne peuvent pas se comprendre. De plus, les femmes semblent être visées comme responsables de cette situation puisque c'est leur langue qui diffère de la langue de référence. Le sexe est-il un élément pertinent de la communication ? Si oui, comment l'affecte-t-il ? En tant qu'élément du cadre productif, jouant sur les choix langagiers des locuteurs et des locutrices ? Ou du cadre interprétatif, jouant sur l'interprétation des faits de communication ? Ou des deux ? C'est à ces questions que le présent ouvrage se propose d'apporter des éléments de réponse. Mais au préalable, nous allons définir les principales notions qui sont au cœur de notre problématique et argumentation. Le sexe et le genre, la langue et la communication, le discours, les représentations, stéréotypes et attitudes. 1. Genre ou sexe. Quel terme faut-il employer pour désigner avec justesse et précision le trait qui divise toute l'humanité en deux catégories la plupart du temps considérées comme fondamentales ? Les hommes et les femmes. En français, le terme le plus couramment utilisé pour désigner le trait distinctif entre ces deux catégories est le mot sexe. Il est généralement admis que les êtres humains sont soit de sexe masculin, soit de sexe féminin selon leur conformité physique, apparence, taille, force et leur fonction biologique, rôle dans la reproduction. La différence biologique des sexes masculins et féminins donne généralement lieu à une spécialisation des rôles dans la société. Par exemple, les femmes s'occupant du foyer et des soins à donner aux enfants et les hommes s'occupant de défendre leur territoire contre des attaques extérieures. La notion de sexe prend donc une valeur culturelle et sociale fondée sur le présupposé que certains rôles sociaux sont plus appropriés à l'un des sexes, et par conséquent inappropriés pour l'autre. Ces rôles acquièrent une valeur normative qui est construite socialement et qui sert de référence, par exemple, dans l'éducation des enfants à l'accomplissement de rôles censés correspondre le mieux à leur sexe. Le sexe biologique détermine donc, bien qu'à des degrés divers selon les époques et les cultures, le rôle social joué par les individus ainsi que leur pouvoir économique et même politique. Mais il apparaît de plus en plus clairement que le sexe biologique et le sexe social ne se recouvrent pas toujours complètement, et surtout, que la différence biologique engendre des différences sociales, d'où la nécessité pour certains spécialistes de penser les catégories sexuelles autrement qu'avec le mot sexe et ses connotations biologiques. A. Le genre. Pour établir clairement une différence entre la nature biologique du sexe et la construction sociale qui en résulte, les spécialistes des sciences sociales ou médicales utilisent le concept de genre, calque de l'anglais gender. Le sexe, c'est ce que l'on voit, le genre, c'est ce qu'on ressent. Dr Harry Benjamin, 1885 à 1986, médecin, considéré comme le premier spécialiste mondial des phénomènes de transsexualité. Le genre, c'est ce que l'on pourrait appeler le sexe social. Christine Delphi, directrice de la revue Nouvelles Questions Féministes, directrice de recherche au CNRS. D'après la encyclopédie Wikipédia, le concept de genre, gender, a été créé dans la langue anglaise car le mot sexe y a une sémantique beaucoup plus réduite que le mot sexe en français, rendant difficile la présentation de la place des hommes et des femmes dans la société. En anglais, le mot sexe est donc réservé à l'évocation de ce qui distingue les hommes des femmes sur le plan biologique, tandis que le mot gender fait référence à ce qui les distingue sur les plans social, économique, démographique, politique ou encore psychologique. Pour être tout à fait précis, il conviendrait donc de parler de genre social. Le genre social est l'identité construite par l'environnement social des individus, c'est-à-dire la masculinité ou la féminité, que l'on peut considérer non pas comme des données naturelles, mais comme le résultat de mécanismes extrêmement forts de construction et de reproduction sociale au travers de l'éducation. 1. On reconnaît là la thèse de Simone de Beauvoir résumée dans le célèbre aphorisme « On ne naît pas femme, on le devient », aphorisme qui s'applique également aux hommes qui doivent tout comme les femmes intégrer par l'éducation et certains rituels, les normes propres à leur sexe, Bourdieu 1998-2002. En français,
le choix du mot genre pour parler de l'identité sexuelle pose plusieurs problèmes en raison de sa forte polysémie et de son utilisation dans un grand nombre de domaines. On parle de genre littéraire, de genre cinématographique, de genre grammatical, de genre humain, etc. Dans un sens ancien, le mot genre a signifié race, et il est notable que la différence sociale faite aux femmes sur la base de leur sexe biologique, le sexisme, rappelle les discriminations que subissent certains individus en raison de leur race, le racisme. Dans un sens moderne, le genre humain désigne l'ensemble des hommes, et malgré l'ambiguïté de cette définition qui invisibilise étrangement les femmes, il va de soi que le genre humain désigne bien l'ensemble des hommes et des femmes. Dans ce sens, le mot genre n'est pas approprié pour désigner les catégories sexuelles, puisqu'il sert déjà à désigner l'ensemble qui englobe les femmes et les hommes. Le mot genre pose un autre problème pour désigner les catégories sexuelles. En effet, c'est un terme déjà utilisé en linguistique et en grammaire pour expliquer des variations morphologiques qui n'ont parfois rien à voir avec le sexe anatomique ou biologique. En français, les objets abstraits et concrets, animés et non animés, sont soit de genre féminin, soit de genre masculin. Cette répartition a une conséquence sur les productions linguistiques qui, pour être conformes à la norme prescriptive, implique de choisir entre différentes formes et d'accorder les noms, les pronoms, les adjectifs, articles et participes passés selon le genre de l'objet, qu'il soit animé et sexué ou non. Dans les exemples qui suivent, les éléments en gras varient selon le genre de l'objet. Êtres animés. Objet. Féminin. Elle est belle Jeannette. Elle est blanche la vaisselle. Masculin. Deux est beau Jeannot. Deux est blanc le lavabo. De plus, le genre grammatical ne coïncide pas toujours avec le sexe biologique. En français, les objets inanimés ont un genre mais pas de sexe. En allemand, des mots qui désignent de jeunes femmes, Fraulein, Mädchen, sont de genre grammatical neutre. Parfois aussi, certains mots ont un genre dans une langue et le genre contraire dans une autre langue. Par exemple, la lune est un nom féminin en français et masculin en allemand et le soleil, nom masculin en français, et féminin en allemand. Les concepts de genre ou genre social se présentent donc comme des alternatives au concept de sexe pour en préciser la dimension sociale. Mais l'emploi de ces termes semble toujours réservé à certains spécialistes sans pénétrer l'usage courant de la langue, peut-être parce que cette dimension sociale du sexe reste largement perçue comme indissociable du sexe anatomique et biologique. La différenciation sociale du sexe, le genre social donc, continue à être envisagée par le plus grand nombre comme le résultat de cette différence physique due au hasard, la présence ou non d'un phallus, un peu plus de tissu musculaire offert gracieusement par la nature, pour reprendre l'expression de Blaffer-Hardy, 1978 citée par Ducrot et Panoff 1995/8. La différence sociale et la différence biologique semblent donc, pour l'instant, inextricablement liées, et le mot sexe présente plusieurs avantages sur le mot genre. Le sexe. En français, le mot sexe qui sera le plus souvent utilisé dans cet ouvrage, souffre peut-être encore un peu d'avoir longtemps été un mot tabou. Mais depuis la fin des années 60 et une certaine révolution culturelle et sexuelle, des tabous sont tombés en France. Les mentalités ont évolué, et le mot sexe s'est désacralisé. Il est devenu courant, allégé de ses connotations négatives, l'évocation de la sexualité et des organes génitaux comme des objets mauvais ou honteux, en même temps que s'affaiblissaient les tabous sexuels par la reconnaissance ou au moins par la tolérance de pratiques minoritaires, homosexualité ou marginale, travestissement, transsexualité. Le mot sexe présente l'avantage certain de rappeler que tout être humain est un être sexué et sexuel. On est certes un homme ou une femme, mais on est aussi hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel, et il est de plus en plus admis que l'orientation sexuelle fonde tout autant l'identité sociale d'une personne que sa catégorie sexuelle biologique et sociale, Butler 2005. Ainsi est-il de plus en plus fréquent, en particulier sur Internet, de voir des questionnaires d'identification comportant, outre la mention sexe sous forme d'un choix entre homme et femme ou entre masculin et féminin, la mention orientation sexuelle sous forme d'un choix entre hétéro et homo ou gay. C'est le cas notamment des questionnaires permettant de trouver un logement en colocation. Cependant, cette pratique d'identification par l'orientation sexuelle peut être ressentie comme une intrusion inacceptable dans la vie privée,
en particulier si elle émane d'un organisme officiel de l'État. Récemment en France, des protestations populaires et politiques ont permis de faire retirer des critères d'un fichier d'identification électronique, Edwige exploitation documentaire et valorisation de l'information générale, la mention de l'orientation sexuelle. Une raison supplémentaire de préférer le mot sexe au mot genre pour cette étude est qu'il est directement relié au mot sexisme, qui est une discrimination de sexe, tout comme le racisme est une discrimination de race fondée, comme pour le sexe, sur des caractéristiques purement physiques. La catégorie sexuelle est une source d'injustice de traitement d'une certaine classe d'êtres humains, les femmes, censées être égales aux hommes, autre classe d'êtres humains, malgré leurs différences biologiques. L'étude de la sexuation du discours, ou de la différenciation sexuée ou sexée du discours, permet de mettre au jour certains mécanismes de la transmission d'un sexisme ordinaire. 2. La langue et la communication. Dire que le sexe a une dimension sociale, c'est dire qu'il compte dans l'organisation des sociétés. Par exemple, dans certaines sociétés, il peut exister une hiérarchie sexuelle dans l'accès au savoir et au pouvoir qui a pour résultat que les femmes ne jouissent pas des mêmes privilèges que les hommes à cet égard, sur la seule base de leur sexe féminin. C'est dire également qu'ils jouent un rôle dans les pratiques sociales et culturelles. Or, les ethnométhodologues et les ethnographes de la communication considèrent la langue comme une pratique sociale, une activité dans laquelle la pratique du code, compétences linguistiques, est indissociable de la pratique des interactions, compétences sociales ou sociolinguistiques. Autrement dit, pour communiquer efficacement, il ne suffit pas de maîtriser les règles d'usage du code. En effet, la compétence linguistique, ou maîtrise des règles linguistiques, permet de produire et d'interpréter des énoncés acceptables sur le plan linguistique ou grammatical mais qui peuvent échouer sur le plan pragmatique, c'est-à-dire que l'objectif communicatif n'est pas atteint, que la prise de parole n'obtient pas les résultats escomptés. La compétence sociolinguistique permet d'éviter cet échec communicatif. La maîtrise des règles sociales est nécessaire pour produire et interpréter des énoncés permettant d'atteindre le but communicatif poursuivi, de manière acceptable par et pour autrui, dans une communauté linguistique donnée et dans une situation donnée. Les traits sociaux identifiés comme pertinents par une communauté donnée, un ensemble d'individus partageant les mêmes normes de production et d'interprétation de la langue, peuvent intervenir et se refléter dans la langue. Ainsi, si une communauté fait une différence sociale entre différents groupes d'individus sur la base de la race, de l'âge, de la profession ou de l'éducation, ces traits sociologiques sont censés être repérables, sous certaines conditions, dans leur pratique de la langue. Le sexe ne serait donc qu'un facteur parmi d'autres susceptibles d'expliquer les variations linguistiques. Parmi ces autres facteurs, la situation de communication est également à prendre en compte. La notion de situation permet d'aller plus loin que l'établissement de simples corrélations directes entre le sexe et le parler des hommes ou des femmes étant dans ce cas vu comme le reflet ou la conséquence de leurs différences biologiques, selon un déterminisme essentialiste. En réalité, les hommes et les femmes communiquent toujours dans des contextes déterminés, qui parle à qui, où, de quoi, comment, et pour des raisons particulières, pourquoi ou pourquoi faire, qui peuvent influer sur leur production langagière indépendamment du sexe ou en interdépendance avec lui. Bien entendu, ce contexte particulier joue également un rôle dans l'interprétation des messages échangés. 3. Le discours, les corpus. La centration sur la communication implique de s'intéresser à diverses composantes complémentaires repérables dans les discours, les formes verbales, non-verbales ou paraverbales, les contenus, les thèmes, les fonctions, les actes de parole et les représentations, normes subjectives, attitudes et stéréotypes. Les études sur la différence sexuelle dans le langage prennent systématiquement en compte la variable sexe dans le recueil, l'observation et l'analyse des données. Les données sont constituées de toutes sortes de discours. Je définis le discours comme tout énoncé plus ou moins long produit dans toute situation de communication naturelle, échange spontané ou artificiel,
Dans ce sens très large, la notion de discours englobe donc les discours publics ou privés, discours officiels, discours publicitaires, littéraires, journalistiques ou scientifiques, etc. Elle englobe également l'idée que les discours sont émis par des locuteurs et des scripteurs aux identités différentes, qu'ils sont adressés à des allocuteurs ou des lecteurs dont l'identité est connue ou supposée et qu'ils portent sur des thèmes variés. Dans le cadre de la discussion sur les rapports sexe-langue, sont donc considérés non seulement les discours adressés par des hommes et des femmes à des hommes et des femmes, mais aussi les discours sur les rapports entre le sexe et la communication. Le choix d'analyser ces divers types de discours repose sur des hypothèses différentes du rapport sexe-langue et engendre des méthodes d'investigation et d'analyse diverses. L'analyse des discours des hommes et des femmes, autrement dit, leur façon de parler, suppose que l'on étudie les relations entre les productions langagières et le sexe des locuteurs en postulant une détermination sociale des pratiques langagières et l'existence de parlers masculins et féminins opposés. Ces études relèvent d'approches sociolinguistiques classiques, dites variationnistes, études des variations langagières, et corrélationnistes, mise en relation de certaines normes à certains groupes socialement déterminés, et cherchent à répondre à des questions comme « Comment les hommes et les femmes d'une même communauté linguistique parlent-ils ? Ou bien les hommes et les femmes pratiquent-ils un même code de la même façon ? » L'analyse des discours adressés aux hommes et aux femmes suppose que le sexe est un élément du contexte suffisamment pertinent pour expliquer les variations langagières, en postulant qu'il joue un rôle dans l'interaction, c'est-à-dire non seulement dans la production des énoncés mais aussi dans leur interprétation. On présuppose là que les pratiques interactionnelles varient selon le sexe, et que les locuteurs doivent s'adapter au sexe de leurs interlocuteurs ou risquer le malentendu communicatif. Ces études relèvent des approches interactionnistes, analyse de la co-construction des interactions et des conversations, et ethnographiques, mise à jour de pratiques de communication culturellement déterminées, et cherchent à répondre à la question suivante: qu'est-ce qui différencie les pratiques langagières des hommes et des femmes dans les interactions ordinaires ? Ou comment s'adresse-t-on aux hommes et aux femmes dans une communauté linguistique donnée ? L'analyse des discours sur le rapport des hommes et des femmes à la communication, autrement dit, des discours sur la différence sexuelle dans le langage, suppose que ces discours jouent un rôle dans les interactions. Dans ce sens, la notion de discours englobe donc les notions de représentation, de stéréotypes, de croyances, d'opinions, en tant que discours sûrs qui révèlent ou créent des attitudes et des normes, des idéaux, des valeurs, des idéologies. Les études de représentation relèvent de l'analyse critique du discours, dans une visée socio-constructiviste. Elles se fondent sur l'idée que les discours ne sont pas seulement le reflet de différences sociales mais qu'ils les construisent, et elles cherchent à répondre aux questions: comment les hommes et les femmes sont-ils représentés en tant qu'êtres communicants ou sujets parlants ? Ou quelles sont les normes communicatives qui s'imposent aux femmes et aux hommes, et comment ? Pour une vision la plus complète possible, quoique non exhaustive, de la problématique du rapport entre le sexe et la langue, les résultats d'études sur ces divers types de discours sont présentés. Des observations et analyses d'interaction permettent de faire émerger les variations linguistiques et communicatives. Des enquêtes de représentation et d'attitude par questionnaire d'opinion et de déclaration d'action font émerger des normes idéales. Des entretiens semi-dirigés font émerger des normes subjectives. Les analyses critiques de discours mettent au jour des systèmes de croyances et des idéologies, Foucault 1969. Les représentations du rapport sexe-langue, telles qu'elles apparaissent dans les discours ordinaires et savants, peuvent ainsi être confrontées aux pratiques langagières des sujets parlants. Une telle approche relève de la théorie de l'imaginaire linguistique, ou de Bin-Gravo 1998a 2002. L'étude de l'imaginaire linguistique suppose qu'on mette en relation les normes subjectives et les normes objectives, afin de dégager la rétroaction des imaginaires sur les usages et les systèmes, Woodbine 1997 sur 165-6. La confrontation entre les normes subjectives, prescriptives, fictives, évaluatives et communicationnelles, et les normes objectives, statistiques et systémiques, qui président en haut et émergent des usages de la langue en contexte, fait apparaître des zones de convergence et de divergence entre ces deux types de normes. Elle donne ainsi à voir le degré d'impact de certains discours sur les pratiques communicatives et les représentations de la communication des femmes et des hommes. 4.
Représentation, stéréotype, attitude. Le concept de représentation est emprunté par la sociolinguistique à d'autres sciences humaines, comme la sociologie ou la philosophie. Les représentations que se font les sujets de leur langue sont repérables dans les discours stéréotypés ou non, évaluatifs ou non, attitudes, qui sont véhiculés dans les conversations ordinaires, les œuvres littéraires, les médias ou les sciences. Les représentations du rapport sexe-langue-communication sont généralement congruentes avec les représentations plus générales que se fait chaque communauté de ce qu'est être un homme et être une femme. Ainsi, si une communauté fait une différence entre le fait d'être un homme et le fait d'être une femme et établit des frontières symboliques entre les sexes qui définissent des natures et des rôles différents, sa langue est-elle généralement décrite comme présentant des variantes féminines et masculines liées aux natures et rôles vus comme féminins et masculins par cette communauté. Les variantes féminines sont celles qui sont réputées être les plus normales pour les femmes, celles qui conviennent le mieux à leur sexe et le même constat vaut pour les variantes masculines, Schertzer 1987 cité par Cameron 2003. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.